Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Plume de Doctorant. Alors aujourd'hui nous enregistrons dans un endroit quelque peu spécial puisque nous nous trouvons dans la salle de reddition où a été signée la capitulation allemande le 7 mai 1945 aux alentours de 2 heures du matin, soit aujourd'hui une salle du lycée Théodore Roosevelt de Reims. Alors pour discuter de ce grand cycle commémoratif qui a animé l'année 2024, nous recevons Denis Péchanski, président du conseil scientifique et d'orientation de la mission Libération, directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Denis Péchanski, bonjour, nous sommes ravis de vous recevoir. Bonjour. Nous sommes également avec Claire Andrieux, vice-présidente du conseil scientifique de cette mission Libération, professeure émérite en histoire contemporaine à Sciences Po Paris et spécialiste également de la Seconde Guerre mondiale. Claire Andrieux, bonjour. Bonjour. Alors avant de rentrer dans le vif des commémorations, est-ce que vous pourriez un petit peu rappeler pour nos auditeurs ce qu'est la mission Libération et peut-être plus précisément le conseil scientifique que vous avez dirigé ? Bien, la mission a été mise en place à la demande du président de la République pour les 80 ans des commémorations de 44-45. Il a chargé un ambassadeur, qui était son Sherpa d'ailleurs pendant 2 ans, donc son conseiller diplomatie, et qui était jusqu'en août 2023, il était ambassadeur à Washington. Donc une grande carrière d'ambassadeur. Il a nommé un ambassadeur, un général, le général de Lyon, et un préfet, le préfet Sudry, pour porter ces commémorations. C'est pourquoi j'insiste sur leurs fonctions et sur les noms, c'est pour dire l'importance qu'ils donnaient à ces 2 années de commémoration. Et puis, un peu sur le modèle d'ailleurs de ce qu'on a connu pour les commémorations de la Première Guerre mondiale, il y a mis en place d'un conseil scientifique. Et d'un conseil scientifique que j'ai l'honneur et le plaisir de présider. Et on accompagne ces commémorations, aussi bien évidemment sur les grandes orientations à la fois voulues par le président, conseillées aussi par nous. Et il y a une forte convergence effectivement vers ce qui est en train de se dérouler depuis plus d'1 an et qui va jusqu'à la fin 2025. Et donc ce cycle commémoratif, il a commencé début 2024, on va penser notamment à la panthéonisation de Manouchian, puis elle s'est poursuivie avec des commémorations dans le Vercors, à Plumelec ensuite, pour commencer la semaine normande, entre guillemets. Est-ce que ça a été un choix particulier d'orienter dans un premier temps ces commémorations autour de la résistance ? Là, c'est en fonction de la chronologie des événements, en fait. Et même avant, on a eu le débarquement en Afrique du Nord, on a eu le débarquement en Corse. Donc, ce que vous notez bien par votre question même, c'est cette pluralité mémorielle. Et ça, c'est au cœur de la volonté du président, mais c'était aussi au cœur de ce que nous souhaitions dans le cadre de la mission, à savoir ne pas rendre compte simplement des grands événements militaires, et elles ont ô combien de l'importance, de ces grandes batailles, de ces débarquements, mais aussi de montrer l'articulation avec la résistance intérieure, aussi l'emboîtement entre résistance intérieure et résistance extérieure. Vous citiez le cas de Plumelec. Il faut quand même rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas bien cette histoire, que là, des dizaines de milliers de militaires allemands ont été bloqués en Bretagne par la résistance, donc les maquisards, qui ont été rejoints par des SAS et des Français, pour la plupart, qui sont venus depuis Londres. Donc là, on a une convergence entre résistance intérieure et résistance extérieure pour aider au débarquement, parce que ces dizaines de milliers, ils n'ont pas pu aller sur le front de Normandie. Bon. Et en même temps, dans cette séquence normande qui a été extrêmement dense, jusqu'à évidemment la très symbolique, très forte commémoration d'Omaha Beach. Bon. Mais avant, on a eu donc Plumelec, mais on a eu aussi, pour la première fois, un hommage rendu officiellement aux victimes des bombardements civils. Alors on se dit, contre les civils, alors on se dit oui, d'accord, les bombardements, c'est les Allemands qui... Non, c'est les bombardements alliés.
Il faut savoir que pendant les 4 mois, là, la Normandie a connu à peu près 20 000 morts. 20 000 morts, c'est bien plus que tous les morts qu'ils ont connus pendant toute l'occupation. Bon. Vous imaginez ce qu'a pu être aussi le traumatisme pour ces populations. C'est la double peine. Ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, la mort, les destructions, bon. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe après? Après, c'est l'oubli. Qu'est-ce qu'on fait avec les bombes qui sont larguées par les copains qui viennent vous libérer? On n'en fait rien. Et tout l'enjeu, déjà François Hollande, il y a 10 ans, dans un discours devant le mémorial de Caen, et là, à Saint-Lô, donc la capitale des ruines, donc détruite à 95%, c'était comment les réintégrer, comment réintégrer cet épisode, ces populations, dans la mémoire collective de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis si on prend un autre exemple, Vassieux en Vercors. Bien sûr, c'est l'hommage au maquisard, et c'était très, très émouvant et très fort, et c'était important qu'ils viennent à Vassieux. C'est d'ailleurs l'une des villes compagnons de la Libération. Mais il fallait aussi, puisqu'il venait le 16 avril, le président de la République, c'est-à-dire non pas au moment de l'offensive des Allemands contre le maquis en juillet, mais l'offensive des miliciens, ça a été l'occasion d'évoquer la page noire, le côté noir de notre histoire de France dans la période, et d'évoquer la responsabilité du régime de Vichy et d'évoquer le rôle de la milice. Bon. Donc on voit bien qu'il y a une volonté d'évoquer toute cette pluralité-là, et vous commenciez, et je terminerai par là, vous commenciez par l'évocation de la panthéonisation de Manouchian, qui me concerne un tout petit peu, directement. C'est le premier résistant étranger et le premier résistant communiste à rentrer au Panthéon. Donc on voit là une caractéristique très singulière de cette politique mémorielle que nous menons ensemble. Mais alors peut-être plus largement, comment est-ce qu'on choisit les événements à commémorer? On choisit les événements en fonction d'une époque, en fonction des soucis d'une époque, en fonction aussi de l'évolution de l'historiographie. Et aujourd'hui, après une période où la résistance était placée un peu au second plan, derrière la collaboration, aujourd'hui on retrouve la résistance. Et c'est pourquoi on a essayé de remettre plus clairement, elle n'avait jamais disparu, mais remettre plus clairement la résistance à l'ordre du jour quand il s'agit de la libération. Et là, on a un problème de représentation, parce que la résistance, elle est partout à travers des actes de petite taille, de petite ampleur, extrêmement locaux, et il n'y a donc pas ces formidables opérations comme peuvent l'être des débarquements, qui ont un effet théâtral extrêmement marquant, et qui sont donc des lieux privilégiés pour la commémoration. Et c'est pourquoi il y a eu ce discours de Plumelec et ce discours de Saint-Lô, du président de la République, pour insister sur la présence des civils dans la libération. Et ce matin, on avait des collègues qui nous parlaient des opérations militaires en 1944-1945 en France. Et il y a un élément fondamental qui n'est pas soulevé suffisamment, mais c'est le fait que l'intendance américaine et anglaise en France dépendait du pétrole. Et le pétrole circulait le long des chemins, le long des routes, depuis Cherbourg jusqu'à l'Alsace, jusqu'à ce qu'on puisse ouvrir le port d'Anvers, qui ne sera ouvert à la circulation, si je peux dire, qu'en novembre 1944. Et les Américains étaient très inquiets de savoir que leur pipeline allait se promener à travers la France. Parce que s'il y avait eu une résistance anti-américaine, ces pipelines auraient été crevés partout. Et c'est un signe, si vous voulez, de l'amitié avec laquelle les Alliés ont été reçus, et c'était essentiel. Et c'est un signe de la position de la population française par rapport aux Alliés. Alors qu'évidemment, ce qu'on voit dans la propagande allemande, c'est exactement l'inverse. On voit des Français hostiles aux Alliés,
on voit des fake news, littéralement, de faux films de Français qui maltraitent les pilotes aviés qui tombent par terre. Et au passage, ces films allemands qui sont souvent très bien faits, c'est filmé par des professionnels, malheureusement infestent nos films et nos documentaires et nos créations avec intelligence artificielle sur ces événements. Et là, il faut apprendre à prendre ses distances par rapport à ces images. Vous évoquiez les Alliés, et dans ces moments commémoratifs, ce qui était particulièrement aussi intéressant à voir, c'est qu'on convoque aussi les autres nations qui ont pu participer de près ou de loin aux différents événements. Est-ce que c'était donc une importance particulière de faire venir des Britanniques, des Canadiens, des Américains, mais aussi plein d'autres nationalités? Je pense par exemple à la cérémonie du 6 juin à Saint-Laurent-sur-Mer, où on voyait vraiment c'était un événement multinational, ce débarquement, qui se déroule effectivement en France, mais qui implique plein d'autres nationalités. Oui, ben je crois que là-dessus, il y a un consensus en France sur la nécessité de reconnaître l'aide alliée de manière visible lors des commémorations. Et ça s'est surtout développé depuis les années 80. Auparavant, il y avait un certain francocentrisme, mais maintenant c'est évident. Et aux derniers événements, c'est-à-dire l'invasion de l'Ukraine par la Russie, au 70e anniversaire, Poutine était là. Et pourquoi était-il là très concrètement? Parce que juste après le débarquement, l'armée rouge a déclenché l'opération Bagration qui a soulagé le front de l'Ouest. Donc ça, c'est vraiment acté, c'est plus un sujet. Et ça, c'est un point très important, parce que c'est le choc avec l'actualité. On nous a posé la question, alors, et Poutine et les Russes, sauf que ce n'est pas les Russes simplement, c'est les Soviétiques. Donc, il y avait des Russes, mais il y avait des Ukrainiens, il y avait des Biélorusses, il y avait des Caucasiens, enfin, je veux dire, il y avait toutes les populations russes qui étaient engagées sur le front de l'Est. Ils ont eu un rôle absolument central, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le blocage à l'Est par des dizaines de divisions allemandes ont été bloquées à l'Est, et puis ça a été la grande défaite qui s'engage en juin 1944, une offensive majeure. Il est évident que le débarquement à l'Ouest était impossible, c'est clair. Mais pour nous, conseil scientifique, pour la mission, et puis au-delà, pour nous, il y avait une déconnexion, en quelque sorte, entre la réalité historique, qu'il n'était absolument pas question une seconde de nier, et en même temps, la réalité géopolitique qui faisait qu'on ne pouvait pas inviter en France Vladimir Poutine, c'est tout. Mais en revanche, l'hommage aux soviétiques, aux troupes soviétiques, à l'armée rouge, au combat, celui-là, il était explicité par le président de la République lui-même, d'ailleurs. Alors pour rebondir sur l'actualité, je pense au décès récent de Madeleine Riffaut. Quelle est la place qu'on laisse aux femmes dans ces commémorations? À mon avis, elle n'est pas encore suffisante. Parce qu'on peut poser, par définition, que dans la résistance, il y avait autant d'hommes que de femmes. Donc déjà là, la place des résistantes dans l'imagerie relative à la résistance, elle est encore insuffisante pour des raisons qui s'expliquent et qui ne sont pas infondées. À l'époque, les femmes étaient toujours dans des rangs subalternes avec des métiers très secondaires. Et par conséquent, ce n'est pas au niveau des chefs qu'on va trouver des femmes. Et on raconte beaucoup l'histoire par les chefs, on peut le dire comme ça, très, très simplement. Par ailleurs, les femmes dans les armées, à l'époque, il y en avait très peu. Il y avait les ambulancières, on a vu ça hier à la sous-préfecture de Reims. Il y avait des ambulancières et puis il y avait des femmes dans les transmissions, beaucoup dans la 2e DB. Et il n'y avait pas de femmes au combat. Il n'y avait pas de femmes pilotes, il n'y en avait pas dans les avions de bombardement ni dans les avions de chasse. Il y avait quand même une ou deux femmes dans les transports d'avions nouvellement construits à l'intérieur de l'Angleterre. Il y avait notamment une Française qui transportait les avions de leur lieu de construction sur les bases anglaises pour être délivrés aux pilotes masculins. Donc là, je pense qu'on peut encore mieux faire, mais on est quand même sur la bonne voie. Et puis pour l'anecdote,
Nos mères ont été déportées toutes les deux comme résistantes. Ont connu quelques moments intéressants dans un camp à Ravensbrück. Voilà. Heureusement, elles sont revenues, sinon on ne serait pas là, mais ça nous marque un peu tout ça. Bien sûr. Et il semble d'ailleurs que tout ce moment commémoratif de 2024, l'accent était porté sur les témoins. Et d'ailleurs, un des rôles de la mission Libération était aussi d'organiser une collecte d'archives. Donc je voulais vous poser la question, concrètement, quelle était la place de le retour aux sources pour les historiens que vous êtes? C'est une question cruciale. C'est-à-dire qu'il était d'abord essentiel de faire en sorte que à la fois la transmission et l'appropriation soient à l'ordre du jour. Alors la transmission, ça voulait dire qu'on mobilise des écoles, des établissements scolaires. Là, on a eu plus de 1000 initiatives qui ont été labellisées par la mission. Donc on voit bien que dans toute la France, les collègues, avec leurs élèves, se sont mobilisés. Et ça, c'est absolument fondamental, surtout au moment où disparaissent, évidemment, au moment où disparaissent les derniers témoins. On voit bien, vous évoquiez Madeleine Riffaut, oui, elle est morte il y a 3-4 jours, elle avait 100 ans, et c'est un personnage assez exceptionnel. Bon, donc, la question de la transmission est essentielle, et la question de l'appropriation. Et l'appropriation, ça voulait dire que ça ne soit pas simplement une histoire de commémoration par des responsables politiques ou militaires, mais aussi que ça parte de la base, ça parle de la population. Nous, on a souhaité, sur le modèle d'ailleurs de la Première Guerre mondiale, qu'il y ait un appel, et le président a officiellement lancé cet appel, pour qu'on trouve de nouvelles archives, les archives qui sont dans un grenier, qui vont être jetées. Bon, les films, parce qu'il y avait des films qui, évidemment, il n'y avait pas pour la Première Guerre mondiale dans les greniers, mais pour la Deuxième Guerre mondiale, oui, il y en avait pas mal, des films d'amateurs. Donc qu'on puisse les déposer dans les archives publiques, et qu'on puisse les utiliser. Et ça, pour nous, c'est absolument crucial, effectivement. Alors ce cycle commémoratif ne s'achève pas avec 2024, mais avec 2025. Quelles en sont donc les grandes perspectives? Voilà, il y a plusieurs étapes qui sont évidentes. D'abord, on a Auschwitz en janvier, 27 janvier. La libération d'Auschwitz et la découverte d'Auschwitz, ça sera le point d'orgue de la référence, même si on sait très bien qu'il y avait un camp de concentration et un centre de mise à mort, camp d'extermination, et puis le Auschwitz III qui était on ne va pas dire camp de travail parce que c'était un camp de concentration, mais exploitation pour une usine, pour l'Allemagne, mais évidemment, ça va être d'abord le symbole de la Shoah, de la mise en œuvre de la solution finale en Europe et en France pour nous. Donc un point essentiel qui se trouvera, évidemment, la commémoration se fera à Auschwitz même. Bon, mais on va avoir aussi dans la foulée, le moment très important, c'est le 8 mai. Et en fait, là, on est dans le contexte de Reims et de la première capitulation, celle du 7 mai, mais ça ne plaisait pas à Staline, donc il voulait que ça se passe à Berlin. Et donc on a certes, on a un soviétique qui était présent, mais enfin, la vraie capitulation, entre guillemets, elle s'est faite à Berlin le lendemain, le 8 mai. Mais le couple 7 mai-8 mai va être un moment extrêmement important, bien entendu. Et puis on va continuer, il y a d'autres événements cruciaux, d'ailleurs encore à déterminer, les derniers combats, là les libérations, les dernières poches, je pense à la dernière, celle de La Rochelle. Et on peut penser aussi à ce qui se passe aussi dans le Pacifique, c'est une guerre mondiale.
les 2 bombes atomiques, c'est au mois d'août 1945. Bon. Et dans la foulée, la capitulation du Japon. Bon. Et puis, voilà, il se posera la question de l'articulation, la sortie de guerre. Et là, c'est un des thèmes centraux d'un des colloques que nous organisons. Oui, parce qu'en plus, la mission Libération organise aussi des manifestations scientifiques. Aujourd'hui, nous sommes réunis à Reims, c'était pour une rencontre autour des combats 1944-1945. Il y aura, si je ne me trompe pas, un colloque sur les femmes. Il y aura aussi un colloque sur les sorties de guerre. Oui, et au mois de mars, on a, avec Appel à Communication, organisé un colloque assez important. Il y aura une trentaine de communicants sur le thème des femmes à la libération. Donc de 44 à 46, avec une hypothèse double, c'est-à-dire d'un côté, c'est un moment où il y a une vraie fenêtre dans le mouvement d'émancipation des femmes. Il y a beaucoup d'ouverture légale, notamment accès des femmes, par exemple, à la fonction de jury au tribunal, accès des femmes à la fonction de la magistrature, c'était impossible jusque-là, accès des femmes à la diplomatie. Et le droit de vote. Et puis alors le droit de vote, oui, j'oublie l'essentiel. Et en même temps, un mouvement finalement plus profond de société qui fait que les femmes doivent rester à leur place, c'est-à-dire fondamentalement au foyer. Et donc il y a 2 mouvements relativement contradictoires et on va étudier ça. Et notamment on va s'appuyer sur un film dans lequel le rôle titre est celui de Madeleine Barrault. Et le film s'appelle Le ciel est à vous. Et c'est très intéressant parce que c'est un film qui a été conçu sous Vichy. Et c'est l'histoire d'une femme qui devient aviatrice alors qu'elle est mariée, si je me souviens bien, avec un aubergiste. Donc elle vit dans son couple l'autorité du mari, mais progressivement par amour de l'aviation, elle s'émancipe. Et le film se termine bien après beaucoup de péripéties. Et c'est amusant parce qu'il a eu beaucoup de succès sous Vichy, il sort au début 1944, et il a eu beaucoup de succès à la Libération. Et je trouve que c'est assez symbolique de la complexité de la position des femmes à cette époque. Voilà. Donc là, on va bien s'amuser, si je peux dire. Et après, il y a encore un colloque qui aura lieu à Nantes sur la reconstruction, le rétablissement des Français dans une vie quotidienne normale. Et sortie de guerre. Sortie de guerre, voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui les sorties de guerre. Et puis c'est Denis qui organise pour le mois de septembre un autre colloque. Oui, septembre ou octobre, on n'a pas encore déterminé la date exacte. Ça sera sur les questions mémorielles, tout simplement. C'est quand même là une thématique qui est une thématique de recherche particulièrement importante. Donc on va revenir sur la question des mémoires de la libération et plus généralement sans doute des mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Nous invitons donc nos auditrices et auditeurs à suivre avec passion les activités de la mission Libération, labellisées ou organisées par vous. Et nous vous remercions énormément pour cet entretien très éclairant sur ce cycle commémoratif. Merci à vous. Merci beaucoup.